Alors, les violences extrêmes qui se déploient ou qui se sont déployées dans la région peuvent éclairer, je pense, par un effet de miroir, celles qui ont lieu au Proche ou au Moyen-Orient ou en Afrique. Plusieurs auteurs, Olivier Roy parmi eux, ont signalé des points communs, des ressemblances dans les modes de recrutement, les modalités d'action, les stratégies de la terreur. Comme les cartels mexicains, Daesh, Boko Haram, AQMI aussi, mélangent violence paroxystique exhibitionniste et trafic en tout genre. Toutefois, la problématique de la radicalisation et de la déradicalisation, telle qu'elle est mise en œuvre dans les études sur le djihadisme, ne semble pas s'appliquer aux expériences latino-américaines. Je vais essayer de dire pourquoi. Entre la violence révolutionnaire et le terrorisme d'aujourd'hui, entre le guévarisme par exemple et le djihadisme, il y a une différence qui me semble essentielle et qui est bien définie par Baudrillard dans son texte sur le 11 septembre 2001. Les violences révolutionnaires, écrivait-il, visaient à transformer le monde. L'énergie qui alimente la terreur vise à le radicaliser par le sacrifice. Évidemment, on pourrait discuter et nuancer et établir un dialogue là-dessus avec Olivier, par exemple. Alors, la terreur des narcotrafiquants relève encore d'une autre logique. Elle ne vise ni à transformer ni à radicaliser le monde. Elle n'est pas portée non plus par l'idée de sacrifice. Et la sortie des violences politico-mafieuses se pose aussi en termes différents, plus compliqués et incertains que la sortie des conflits armés de la période précédente. Mais des négociations ne sont pas impossibles. Elles ont eu lieu parfois au grand jour, plus souvent clandestinement. En Colombie, par exemple, avec Pablo Escobar et le cartel de Medellín, mais surtout avec le cartel de Cali. En Amérique centrale, avec les Maras, au Salvador, un journaliste français y a laissé la vie d'ailleurs. Au Mexique, avec certains cartels contre d'autres. Le gouvernement jouait un cartel contre un autre, etc. Mais la typologie que je propose dans la suite, et si j'ai le temps, se réfère en priorité à des situations de violence à dominante politique. Alors, j'isole 4 types pour les besoins de l'analyse. Dans les faits, ils sont le plus souvent entremêlés. Premier type, la sortie institutionnelle. La voie politico-juridico-diplomatique. C'est la sortie la plus classique, le champ le plus exploré, celui pour lequel il existe la plus abondante, une énorme littérature, en particulier ce qu'on appelle une littérature grise. Alors, l'interrogation qui est au centre de tous les processus de paix, de toutes les opérations de peacemaking, de peacekeeping, de peacebuilding, ou quasiment toutes, est celle-ci, comment passer de l'action armée à l'action politique. Dans l'Amérique latine des dernières décennies, certains conflits armés se sont terminés par la défaite, voire l'écrasement de l'un des protagonistes, sans négociation. En général, la défaite des guérillas. Guevara en Bolivie, les Tupamaros en Uruguay, les Montoneros en Argentine, Sentiers Lumineux au Pérou, etc., etc. La liste est longue. Il y a 2 cas seulement de défaite du pouvoir en place, sans négociation, là non plus. C'est Cuba et le Nicaragua. Mais la région offre aussi un grand nombre de processus de paix négociés. En Colombie, ça a commencé il y a longtemps, le premier accord de paix signé avec les FARC, c'était en 1984. Un endroit qui s'appelle Uribe. Pour ceux qui connaissent la Colombie, un petit clin d'œil là. En Colombie, donc, depuis les années 80 jusqu'aux accords de paix, les derniers, avec les FARC, qui ont été signés là. En Amérique centrale, dans les années 80-90, Nicaragua, Salvador, Guatemala, mais aussi le Chiapas au Mexique, la négociation, signature d'accord. On considère en général qu'en Amérique latine, le passage des conflits armés à la politique a été globalement réussi. Comme le signale
Eduardo Pizarro, dans aucun des cas mentionnés, il n'y a eu rechute. On peut discuter à quelques nuances. Et pour ces analystes-là, pour certains analystes en tout cas, c'est parce que contrairement à d'autres régions du monde, et ça rejoint ce qui a été dit ici autour de cette table par mes prédécesseurs, c'est qu'en Amérique latine, contrairement à d'autres régions du monde, il s'agissait de conflits politiques sans fond ou arrière-fond culturel, religieux, ethnique ou racial. Pour l'essentiel, je suis d'accord, mais il faudrait quand même nuancer. Les éléments culturels, religieux et ethniques ou raciaux étaient très présents dans la guerre au Guatemala, jusqu'à lui donner d'ailleurs une connotation génocidaire. Et les accords de paix ont achoppé d'ailleurs sur cette question-là. Et puis dans les autres pays, il ne faut pas non plus négliger les aspects ethniques, religieux, au Pérou par exemple. Bon, mais je ne m'attarde pas là-dessus. Autre constat, dans des sociétés très divisées et dont les divisions ont été accentuées et mises à vif par le conflit, les processus de paix gérés d'en haut par des acteurs institutionnels, des politiques, des militaires, des chefs guérilleros, des professionnels de la négociation, courent le risque d'être désavoués par une majorité ou une bonne partie de la population. La victoire du non au référendum du 2 octobre dernier en Colombie n'est pas un événement inédit, ni totalement surprenant. Une chose semblable s'est passée au Guatemala pour la ratification des accords de paix de 1996. Le non l'a aussi emporté, là, et cela a beaucoup influé évidemment sur la tournure très décevante qu'a prise la période de post-conflit dans ce pays, au Guatemala.